Pollution, le super pétrolier américain accidenté continue de perdre sa cargaison au large de l'Alaska. La nappe de pétrole brut atteint maintenant les 10 km de long. Dans la Manche, le conteneur de produits toxiques demeure introuvable. Les soviétiques ont voté aujourd'hui pour choisir leurs députés. Pour la première fois, tous les candidats n'étaient pas élus d'avance. Quelques contestataires pourraient même obtenir un siège dans ce nouveau congrès du peuple. Pâques, Jean-Paul II, dans sa bénédiction universelle, prie pour le Liban aimé et tourmenté, alors que les duels d'artillerie entre chrétiens et miliciens druzes soutenus par la Syrie se poursuivent à Beyrouth et dans le pays. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce n'est pas une simple coïncidence. Dimanche dernier, les écologistes faisaient leur rentrée officielle dans le monde politique français. Aujourd'hui, l'actualité, c'est avant tout deux menaces sur notre environnement. Un pétrolier qui se vide au large de l'Alaska, et dans la Manche, un conteneur de produits très toxiques perdu depuis 15 jours maintenant. Les recherches se poursuivent sans succès, avec des conséquences économiques pour les pêcheurs britanniques qui sont officiellement interdits de pêche et menacés de très graves amendes, alors que leurs collègues français sont toujours, eux, autorisés à pêcher. Reportage de nos envoyés spéciaux, Bruno Gex, Daniel Lévy. Ces pêcheurs britanniques vident leur casier à la mer. Crabes et homards sont rejetés par-dessus bord sous l'œil vigilant des gardes-pêche de la Royal Navy. Nous sommes à 15 000 au large de l'île anglo-normande d'Origny, une zone de 12 km² interdite à la pêche par les autorités anglaises. Raison officielle de cette interdiction, ne pas gêner les navires de la marine française qui recherchent toujours le conteneur de l'Indane perdu la semaine dernière. En réalité, les autorités anglaises veulent éviter tout risque de contamination au cas où le conteneur de pesticides aurait déjà pollué cette partie de la Manche. Et s'il y a la pollution, la pêche c'est interdit peut-être pour 20 ans. L'endroit où se trouve le conteneur est la principale ressource de pêche pour vous? Ah oui, complètement, oui, absolument. Raymond Gaudion ne veut pas croire à la pollution, tout comme les pêcheurs d'Origny, pour qui la présence du lindane au large des côtes est une véritable catastrophe économique. Ici, la pêche représente environ 30% des activités, du casier principalement. Les crustacés sont vendus sur le port de Cherbourg, mais aussi à Sainte-Anne, capitale d'Origny, dans cette poissonnerie, où les ventes ont baissé de 40% depuis les récents événements. John McAllister, le patron du magasin, est inquiet. Ses homards et ses crabes sont restés à l'étalage. Les ventes ont baissé considérablement. Les clients se demandent si mes poissons ne sont pas contaminés. Pensez-vous obtenir des dédommagements? Le problème est de savoir qui nous paiera. Le gouvernement français qui a perdu le conteneur ou le propriétaire du bateau qui a coulé. Les touristes que la pollution effraie pourraient bien eux aussi fuir l'île. Une situation jugée inacceptable par les autorités d'Origny. Jusqu'à maintenant, on n'est pas très satisfait avec les efforts de la marine française, ni franchement les choses de la marine anglaise. Pour quelle raison? Parce que ce n'était pas tellement efficace. Jusqu'à maintenant, vous avez trouvé une boîte de béton et c'est à peu près tout. Sur place, en mer, le navire hydrographique l'Abeille Supporter poursuit ses recherches. À son bord, le sous-marin de poche, la Licorne, muni de bras articulés, il effectue quotidiennement des prélèvements de sédiments. Objectif, s'assurer qu'il n'y a aucune trace de pollution. Et pour l'instant, rien à signaler. Oui, précisons que ce n'est pas le gouvernement français qui a perdu le conteneur, mais le bateau libérien qui a coulé dans la Manche. En Alaska, la nappe de pétrole qui s'échappe depuis plus de 48 heures maintenant d'un super pétrolier américain atteint ce soir les 10 km de long. Et pour l'instant, eh bien, les sauveteurs ne parviennent pas à endiguer cette fuite ni à la traiter véritablement efficacement, ce qui provoque la colère des habitants de la région qui vivent en grande partie eux aussi de la pêche. Jacques Violet. Quelques phoques réfugiés sur une bouée flottante, des oiseaux qui fuient, d'autres englués de mazout ou déjà morts, ce sont les images de ce qu'il faut bien appeler une catastrophe pour l'environnement et la vie sauvage de cette région. Le pétrole continue de s'échapper des citernes éventrées, la nappe qui dérive au gré des vents et des courants couvre maintenant une surface d'environ 10 km. Des répercussions graves immédiates, mais aussi à long terme. Comme tous les milieux de mer froide, la chaîne alimentaire est peu compliquée. Il y a beaucoup d'individus pour une même espèce, mais peu d'espèces. Et les espèces croissent lentement.
Et en plus, le pétrole est dégradé très lentement aussi par les bactéries, contrairement à ce qui se passe dans des mers un peu plus chaudes. J'ajouterais que dans le détroit du Prince William, où ça s'est produit, on est en configuration de mer quasi fermée, puisqu'il y a des îles qui barrent pratiquement tout le détroit, et que la nappe de pétrole risque de rester très longtemps ici et donc de faire le maximum de dégâts. Une cinquantaine d'experts américains, 5 avions bourrés de matériel et un bateau-pompe sont sur les lieux, mais les secours ont été déclenchés trop tard. Aujourd'hui, les barrages flottants sont inefficaces, l'emploi de produits chimiques de dispersion plus dangereux que le mal lui-même. Enfin, le pompage risque de déséquilibrer le navire et libérer le reste de la cargaison. Les équipes de secours sont pessimistes. Pour la compagnie, le plus rentable aujourd'hui est de laisser couler le pétrole et sauver le navire. L'environnement, on verra plus tard. Écologie encore, fort de leur succès de dimanche dernier au municipal, les écologistes français, par l'intermédiaire de leur chef de file, Antoine Wechter, demandent à être reçus par le président de la République, M. Mitterrand, pour évoquer plusieurs problèmes qui mettent en cause, selon eux, notre environnement, comme l'aménagement de barrages sur la Loire qui a été décidé, et puis le redémarrage, la relance du surgénérateur nucléaire de Crest-Malville. Quant à M. Brice Lalonde, secrétaire d'État à l'environnement, interrogé par nos confrères de RMC et de FR3, il lance un appel à Antoine Wechter pour une liste commune écologiste aux prochaines élections européennes. Brice Lalonde qui, avant ces municipales, estimait qu'un parti écologiste n'était plus nécessaire en France. Dimanche de Pâques traditionnel, cérémonie à Saint-Pierre-de-Rome. Ce midi, le pape Jean-Paul II adresse sa bénédiction dans toutes les langues devant des milliers de pèlerins et des dizaines de millions de téléspectateurs. Rémi Roche. Dieu passe et il libère de la peur qui étreint tant de nos frères et sœurs face à l'incertitude de l'avenir dans un monde qui semble courir à son autodestruction. Dans son homélie pascale, Jean-Paul II a développé ces thèmes traditionnels, dénonçant la souffrance, l'égoïsme, l'intolérance, le commerce du vice et la violence. Devant 200 000 pèlerins, le Saint-Père s'est également inquiété de ces pays où les hommes, bien que frères, se combattent dans la haine, donnant en exemple le Liban, bien-aimé et tourmenté, a-t-il dit. Bonne fête de Pâques, dans la joie et la paix du Christ ressuscité. Après s'être adressé tour à tour aux fidèles du monde entier, en 53 langues, le souverain pontife a donné sa bénédiction solennelle Urbi et Orbi, c'est-à-dire à la ville et au monde, le monde qui compte quelques 840 millions de catholiques. Le pape, vous l'avez entendu, tout spécialement inquiet de la situation au Liban, où les duels d'artillerie entre chrétiens et miliciens druzes appuyés par l'armée syrienne se poursuivent ce dimanche, ce qui n'a pas empêché une partie de la population de célébrer les fêtes de Pâques. Patricia Coste. Liban, nuit de Pâques 1989, 5000 obus sur le réduit chrétien. À l'aube, hébétées, les familles, comme les jours précédents, sortent des abris pendant les trêves matinales. Sinistre rituel, cela fait maintenant 12 jours que cela dure. 12 jours que le général Aoun, chef militaire des chrétiens, a déclaré la guerre aux Syriens pour leur demander de quitter le Liban. Et si l'on regarde les forces en présence sur cette carte, en tenant compte du fait que les chrétiens sont en situation de blocus, on comprend que les églises ce matin étaient pleines, malgré les bombardements. Seules les traditionnelles processions de Pâques ont été annulées. Mais malgré la ferveur religieuse, le moral, dit-on, est atteint. Plus encore que lors des dernières batailles. C'est que cette fois-ci, les chrétiens sont engagés dans une guerre sans négociation en vue, contre une armée, celle des Syriens, qui dispose du nombre et du temps. Proche-Orient, une phrase à retenir encore ce soir. 10 ans après l'accord de Camp David, le traité de paix entre Israël et l'Égypte, l'ancien Premier ministre israélien, Menachem Begin, sort de son silence pour dire « Arafat à Jérusalem, jamais de la vie ». Il y a quelques instants, nous avons vu sur la place Saint-Pierre de Rome, nous l'avons vu noir de monde en ce jour de Pâques. Mais la réalité quotidienne de l'Église catholique et d'une manière générale des religions occidentales est moins brillante. L'exemple, nous l'avons trouvé dans les Alpes, dans le diocèse de Val d'Isère, où un prêtre exerce son sacerdoce depuis 1939. En 50 ans, il a vu sa région s'enrichir et ses églises se vider. Reportage de Jean-Claude Darigo et Frédéric Pasquette. Marcel Charvin, 75 ans, depuis 1939, curé de Val d'Isère. Lorsqu'il est arrivé, 150 habitants étaient regroupés autour de l'église du XVIe siècle. Pour eux,
Pratiquement rien n'avait changé depuis des siècles. Pour les sépultures, il y avait un gros problème. On attendait généralement la bonne saison pour descendre les cercueils jusqu'à Tignes. Et en attendant, eh bien, on ne pouvait pas les garder dans la maison, on ne pouvait pas les laisser dans la rue, auprès de la porte, parce que ça effrayait les gens la nuit. Alors, on les mettait sur le pan le plus bas de la toiture, les maisons n'étaient jamais très hautes, dans la neige, de façon à ce que les chiens et les chats n'aient pas à s'en occuper, etc. Et c'est là qu'ils gênaient le moins. Et puis quand venait la bonne saison, eh bien, qu'il y avait un sentier qui se reformait le long de l'Isère dans les gorges, on descendait l'intéressé jusqu'à Tignes pour le sépulturer correctement. 1960, le début du grand boom vers les sports d'hiver. Le petit village de Tarentaise devient peu à peu la capitale mondiale du ski. Le revers de la médaille, la pratique religieuse ici a baissé encore plus qu'ailleurs. 70% de la population locale participait à la messe en 1945. En 1989, moins de 10%. Le diocèse de Tarentaise n'a pas eu une seule ordination de prêtre depuis 15 ans. Les causes, l'éclatement des familles, l'attrait de la prospérité économique, la vie facile, comme un écho de la question lancinante que se posent les églises durant le temps fort de Pâques. Richesse et vie spirituelle peuvent-elles cohabiter? Marcel Charvin, 75 ans, peut-être le dernier curé de Val d'Isère. À l'étranger, l'événement du jour, c'est l'élection du Congrès du peuple en Union soviétique. Première élection de l'histoire communiste du pays qui ne soit pas complètement organisée à l'avance. Même les cosmonautes qui tournent actuellement autour de la Terre ont effectué ce matin leur devoir de citoyens. À cette heure-ci, le scrutin est clos en Union soviétique et l'on sait déjà que parmi les candidats contestataires à Moscou, M. Boris Eltsine serait en passe d'être élu. Sur place, nos envoyés spéciaux Georges Bortoli, Jean-Marie Lequertier. Non, M. Gorbatchev n'a pas voté pour lui car il est déjà élu depuis une dizaine de jours sur les 700 sièges réservés au Parti communiste et à ses filiales. Comme tous les soviétiques, M. et Mme Gorbatchev ont donc voté pour les 1500 sièges qui restaient à pourvoir en votant deux fois, l'une pour le député de leur circonscription, l'autre pour un député représentant l'ensemble de Moscou. Ainsi a fait également leur fille, ainsi a fait leur gendre, fille et gendre étant tous les deux médecins. On a d'ailleurs beaucoup voté en famille au bureau numéro 11, qui était celui de M. Gorbatchev, avec enfants et petits-enfants, à qui l'on donnait ainsi une leçon pratique de perestroïka, alors que pour la première fois, les soviétiques, en entrant dans leur bureau de vote, avaient à choisir entre plusieurs candidats. L'enjeu principal à Moscou, c'est le succès ou l'échec de Boris Yeltsin. Yeltsin, le contestataire au sein du Parti communiste, est candidat pour représenter l'ensemble de la capitale où il semble avoir des chances d'être élu, si l'on en juge notamment par le fait que beaucoup d'électeurs, en sortant de l'isoloir, n'hésitent pas à dire que oui, ils ont voté pour Yeltsin. Ça n'est pas un sondage, mais c'est tout de même un test de popularité. Alors, si Yeltsin est élu, ce sera évidemment pour lui une grande satisfaction, après qu'il ait été exclu l'automne et l'hiver dernier de la plupart de ses fonctions. Étrange affaire dont on ne sait que très peu de choses encore ce soir. La flotte iranienne aurait détourné un yacht sur lequel avaient pris place 5 membres d'une famille régnant sur un pays du Golfe, on ne sait pas lequel, et qui était accompagné de 5 citoyens britanniques. Le bateau venait de France, après avoir fait escale à Bahreïn. Information révélée par un journal koweïtien, on n'en sait guère plus pour l'instant. Au téléphone, le correspondant de l'agence France-Presse à Bahreïn. Le mystère demeure total ce soir sur l'affaire d'un yacht qui aurait été arraisonné il y a 4 jours par la marine iranienne dans le Golfe. 4 Britanniques se trouveraient à bord. Laconique et énigmatique était aussi l'information donnée aujourd'hui sur cette affaire par le journal koweïtien Al-Anba. Selon lui, le yacht appartient à un arabe riche et connu. Il transportait, outre les 4 Britanniques, plusieurs personnalités arabes de la région, dont des membres d'une famille régnante. Seule précision, le yacht, peint en blanc et bleu, long de 25 mètres, est arrivé à Bahreïn d'un port français. Il a été intercepté entre Bahreïn et Koweït. Il a lancé un dernier rappel de détresse jeudi à 13h GMT. Dernière précision, si l'on veut, le navire a été conduit vers une île iranienne, probablement l'île de Farsi. Le journal affirme enfin détenir les noms de personnes à bord. Il a préféré cependant ne pas les révéler afin, dit-il,
de permettre le déroulement de contacts secrets qui se poursuivent à un très haut niveau pour mettre fin à l'incident. Manama, Habib Trabelsi, AFP Audio pour Antenne 2. Manifestation cet après-midi dans les rues de Pampelune, au Pays Basque espagnol. Le jour de Pâques correspondait à la fête de la patrie pour les Basques. C'est aussi la date de la fin de la trêve décidée en janvier dernier par l'organisation séparatiste basque ETA. Les négociations secrètes qui ont lieu en ce moment entre le gouvernement de Madrid et l'organisation terroriste à Alger n'ayant pas abouti, eh bien la population craint un retour à la violence. Philippe Etcheverry, Thierry Calmette. La fête de la patrie, d'abord une fête pour les 7 provinces basques, une manifestation aussi qui à Pampelune rassemblait ce matin plus de 60 000 personnes. Une manifestation faite pour l'autodétermination du Pays basque, un avertissement des séparatistes. Ce soir à minuit s'achève la trêve négociée entre l'ETA militaire et le gouvernement. Depuis 75 jours, les armes se sont tues. À Alger, les négociations achoppent. La trêve va-t-elle continuer? Le gouvernement de Madrid ne parle pas, comme il devrait, de questions politiques, ou pour dire mieux, des questions de la politique institutionnelle au Pays basque. Ils sont en train de parler de la situation des prisonniers et des choses comme ça. Mais ça ne suffit pas. Les séparatistes posent un problème de fond, les autorités espagnoles répondent sur un problème ponctuel, l'amnistie des terroristes. Cette manifestation, à laquelle s'étaient joints les autonomistes bretons et catalans, répondait à la gigantesque démonstration d'unité de Bilbao du week-end dernier. Que va faire l'ETA militaire? Reprise des attentats ou poursuite de la trêve? Réponse à partir de ce soir, minuit. Retour en France. Ne cédons pas à la panique, mais il faut être vigilant. La rage, une maladie qui avait pratiquement complètement disparu, est revenue en France à la hauteur des années 1968. Et elle, depuis, elle réapparaît régulièrement. Cette fois-ci, plusieurs cas sont signalés, en Seine-et-Marne tout d'abord, et puis aujourd'hui dans le Val d'Oise. Rappelons qu'un vaccin existe, il a été inventé par Pasteur, mais que la maladie, une fois déclarée, reste mortelle. Enquête de Marc Maisonneuve et Pierre Issot-Sergent. La salive de ce renard contenait des milliards de virus. La trêve n'aura duré que 2 ans dans le Val d'Oise. À Jouy-le-Moutier, à Vaux-sur-Seine, à Morcourt, dans les Yvelines, on a tué 3 renards infectés cette semaine. La rage se manifeste en entourant Paris, puisqu'en Seine-et-Marne, on dénombre jusqu'à 20 cas de rage par mois. Un animal enragé ou en fin d'incubation de la maladie, c'est-à-dire simplement quelques jours avant d'être malade, excrète le virus de la rage dans sa salive. S'il est amené à mordre ou à lécher une personne ou un autre animal, la transmission de ce virus va être assurée et le nouvel individu ou animal contaminé va incuber la maladie et lorsqu'il sera à son tour malade ou en fin d'incubation, il excrétera lui aussi le virus dans sa salive. Et donc de proche en proche, la maladie pourra se propager. Pendant le délai d'incubation qui va de 15 jours à 1 an, vous pouvez échapper à cette maladie grâce à une vaccination anti-rabique. Car si la maladie vient à se déclarer, elle est mortelle dans tous les cas. Le conseil précis, c'est d'une part de ne pas toucher des animaux qu'on ne connaît pas, et en particulier s'ils sont sauvages, puisque le fait qu'un animal sauvage se rapproche de l'homme peut être un signe de la maladie déjà. Avant qu'il ne morde votre chien, vous pouvez toujours chasser le renard. 56 francs, c'est le prix donné par l'État et le département pour la queue d'un animal tué. Depuis ce matin, 2 heures, j'espère que vous avez pensé à avancer votre montre d'1 heure, sinon il est encore temps de le faire. C'est l'heure d'été qui est désormais en vigueur. Cette préoccupation du temps minuté et chronométré est relativement récente pour l'homme. Elle date environ du XVIIe siècle avec les premiers grands navigateurs, renforcés ensuite bien entendu au moment de l'industrialisation au XIXe siècle. Mais sachez qu'aujourd'hui, on ne connaît pas encore l'heure exacte. José Blanc-Lapierre, Claude Sicard. Une ombre, puis de l'eau, puis du sable. Et un jour, un rouage. La mesure du temps devient mécanique au XVIIe siècle. Son parrain s'appelle Galilée. Le besoin de l'heure à bord des bateaux fait plancher les savants. L'âge d'or de l'horlogerie sonne au XVIIIe siècle. L'ère industrielle invente l'horloge pointeuse. Le travail à la chaîne chasse le bijou et met la montre au poignet. Course à la précision, mais aussi manipulation. Cette horloge à 10 chiffres est celle de la Révolution française. Et pourtant,
L'heure exacte n'existe toujours pas. Entre Brest et Strasbourg, il y a une différence de temps de 19 minutes, mais pour des raisons de commodité, ne serait-ce que les chemins de fer, ne serait-ce qu'un certain synchronisme du réseau qui nous alimente en électricité, il a bien fallu imposer une heure. L'heure vraie est celle du soleil. Midi à Paris, il est 11h41 à Brest, 12h19 à Nice. Avec l'heure d'été, les Bretons qui croient se lever à 7h se lèvent en fait à 4h41. Chaque pays, enfermé dans un fuseau horaire, calcule son temps. La référence est le temps universel, qui tient compte des dérives de la Terre dans sa rotation autour du Soleil. Le gardien du temps en France est à l'Observatoire de Paris. Au 4e stop, il sera exactement... La précision n'a pas de limite. Les secondes se découpent aujourd'hui en milliards de morceaux avec l'horloge atomique. L'année dernière, Ariane a emporté un satellite capable de mettre la planète à l'heure. Spectacle maintenant. Cantatrice, actrice, Julia Migenes termine en ce moment une tournée de 2 mois en France. Elle est également la vedette d'un film qui sort en ce moment dans lequel elle interprète le rôle d'une chanteuse rock, Berlin Blues. Ce soir, elle répète sur le plateau du Grand Échiquier dont elle sera l'invitée demain soir sur Antenne 2. Anne Ruccio et Bernard Ronflet l'ont suivie pendant cette répétition. Julia Migenes est certainement la seule cantatrice à pouvoir tout faire. De Carmen à Broadway, des comédies musicales au One Woman Show, c'est une diva touche à tout. Sous la réalisation d'André Flédéric, cet après-midi dans les studios de la SFP, elle répétait son Grand Échiquier de demain. Révélée au public français dans le rôle de Carmen, elle s'acharne maintenant à dévoiler tous ses talents. Actrice ou cantatrice, elle n'a qu'un regret. Julia Migenes ne joue d'aucun instrument. Voilà, et grâce à Jacques Chancel, André Frédéric et aux caméras de la SFP, nous rejoignons maintenant en direct des Buttes-Chaumont, Julia Migenes. Bonsoir Julia Migenes, vous êtes en compagnie de Jacques Chancel et Delphine Delasselle. Je voudrais vous demander, pour une première question, vous êtes à la fois cantatrice, actrice, on le sait maintenant, chanteuse de rock, au moins dans ce film. On a l'impression que vous voulez tout faire. Oui. Oui, c'est la bonne impression. Non, je me coince pas dans une boîte, c'est tout. Et chanteuse de rock, c'est un rôle qui vous a plu? Je voulais essayer une fois, c'est comme une rêve de faire ça, parce que si on voit des chanteuses de rock, c'est tellement... On éclate, hein. J'ai voulu le faire une fois, juste pour savoir comment ça sent. Alors vous êtes produit plus de 5000 fois sur scène. Serait-ce vos origines métisses qui vous donnent cet enthousiasme et cette volonté de multiplier les genres? J'ai pas compris. C'était tellement intelligent que j'ai rien compris. On va essayer de la faire Ah bon, dis-moi encore. On va essayer de la faire en plus simple. Vous avez différents sangs qui coulent dans vos veines, portoricains, grecs, etc. Ouais. Donc, est-ce que ça vous donne une pêche supplémentaire pour que les autres artistes n'ont pas forcément et qui vous permet de diversifier Non, je ne sais pas si ça c'est le sang qui coule, mais c'est une chose en moi qui... je suis comme ça. Je suis comme ça. Je suis passionnée de la musique, toute la musique différente, des choses différentes. Je suis tellement passionnée. Quand je suis passionnée, il faut que j'essaye, il faut que je me mets dans le rôle. Et alors, est-ce que votre voix et votre corps vous permettent de faire tout ce que vous voulez en faire? Je sais pas. J'essaye quand même. Hein. Ça, vous en faites pas mal. Alors, quels sont vos projets?
Oh là là. Bon, la prochaine, c'est La Voix humaine que je vais faire comme film. Et après ça, je vais travailler avec Giancarlo Menotti dans le Saint of Bleecker Street. Et après ça, je vais commencer le travail d'une television show de moi en Amérique. Et après ça, c'est La vie parisienne, comme ça. Cinéma, non? Oui. Et alors, vous avez d'autres projets cinéma? Vous avez fait beaucoup de tournages ces derniers temps, non? Oui, maintenant, ça va venir l'opéra Katsu, que j'ai fini de faire avec Raoul Julia, et aussi Julie Walters, Roger Daltrey, et aussi Richard Harris. J'ai fini ça. Et alors, La vie parisienne, c'est avec Depardieu, Montand, ça vous inspire? Oh, bien sûr, hein, ce sont les grandes. Julia, vous n'avez pas le physique d'un certain nombre d'autres cantatrices. Est-ce que vous avez le sentiment que ces autres cantatrices, vos collègues, vous aiment bien? Je ne sais pas. Hein. Non, moi je peux répondre pour elle. Oui, Jacques, oui. Daniel, elle aime à provoquer. Elle veut à tout prix diversifier son art. Elle a tout à fait raison parce qu'elle ne tient pas en place. Et il est exact que beaucoup de cantatrices, et pour des raisons très personnelles, sont cadrées dans leur propre discipline et n'en sortent pas. Elle est cantatrice, donc elle est inscrite sur les scènes de l'opéra. Elle est comme... qui a gagné sur Ferrari, deuxième Alain Prost, Thierry Blanc. Et dès le départ, sous la chaleur étouffante de Jara Pagua, eh bien c'est Berger qui sert à l'extérieur, coup de chaleur dès les premiers 100 mètres de course, et c'est l'accrochage. Berger accroche Senna, Berger va abandonner, Senna lui perdra beaucoup de temps au stand. On revoit au ralenti cet accident avec Berger qui va sortir sur la partie droite du circuit, Senna qui continue quant à lui à poursuivre sa course. Berger abandonne, Senna lui va s'arrêter au stand pour changer les moustaches de sa voiture, c'est-à-dire la partie avant de sa Formule 1, et pendant ce temps-là, Ricardo Patrese a pris la tête de la course que lui vole au 23e tour Alain Prost. Alain Prost qui lui n'a changé qu'une seule fois ses pneus. Alain Prost qui va garder la tête de la course uniquement pendant 5 tours, puisque Nigel Mansell, lui, qui a changé ses pneumatiques, a fondu littéralement sur lui. Il faut préciser que Prost perdait 2 secondes au tour par rapport à la Ferrari de Nigel Mansell. Mansell installé en tête de la course, en tête du premier Grand Prix de la saison, dès le 28e tour. Patrese, en se disputant la 3e place avec Mauricio Gugelmin, va faire un sur-régime, son moteur va casser et l'Italien va abandonner. Prost n'aura plus réellement de menace, hormis le jeune Brésilien Maurizio Gugelmin qui termine 3e. Abandon de Patrese sur la seule Williams-Renault qui restait en course. Et l'on voit ici la chaleur étouffante qui régnait sur ce circuit puisque Eddie Cheever s'écroule après s'être accroché avec Schneider. Victoire de Nigel Mansell avec près de 8 secondes d'avance sur Alain Prost. 3e, un Brésilien Mauricio Gugelmin pour ce Grand Prix qui a été très très chaud. C'est la 14e victoire de Mansell. Voilà, après les 4, les 2 roues, Critérium International Cycliste cet après-midi, plus exactement ce week-end, dans le Midi. Victoire finale cet après-midi contre la montre de l'espoir espagnol qui se confirme de plus en plus, Miguel Indurain. Après le vélo, nous passons au tiercé. Voici les résultats du tiercé qui se courait cet après-midi. Vous allez les voir s'inscrire sur votre écran. Pour gagner, il fallait jouer le 6, le 8 et le 2. Ça rapporte 835 francs. Pour le Quartet Plus, vous ajoutez l'As, comme disent les turfistes, et vous gagnez 2827 francs 80. Ce sont bien entendu les favoris qui ont gagné. Demain, lundi de Pâques, il y aura un tiercé. Voici les pronostics de Pierrette Bresse. Elle vous recommande de jouer le 3, le 13, le 17, le 11, le 8, le 19, le 7 et le 16. Voilà, ce journal est terminé. Tout de suite après, bien entendu, les prévisions météo. José Blanc-Lapierre. Philippe Gassot, aux alentours de 23h20 pour les toutes dernières informations. Et puis demain soir, ici même à 20h, vous retrouverez Hervé Claude. Je vous souhaite une excellente fin de dimanche, un bon lundi de Pâques, une bonne semaine et je vous dis à samedi prochain. Bonsoir.